Et si vous vous demandez comment il faut pour s'abonner au club, il suffit juste d'aller sur la petite maison verte tout là-haut, de cliquer sur s'abonner, enfin devenir membre, join the club, et n'hésitez pas surtout à partager en fait le club, à activer les petites cloches au niveau des rooms. C'est le moyen que vous avez pour nous soutenir, pour qu'on puisse continuer avec grand plaisir à vous faire des rooms chaque semaine sur Clubhouse. Il y a aussi notre site internet cafesanté.com, Point club. cafesanté.club, pardon. Oui, alors l'adresse l'URL, pardon, est présente sur la photo de profil de Doctapré. Donc n'hésitez pas. Puis on publie sur chacun de nos réseaux respectifs concernant les nouveautés du club, l'agenda que l'on réserve. Donc voilà, le but c'est que vous puissiez monter sur le stage avec nous, qu'on puisse échanger. Aujourd'hui, on a un sujet très passionnant, surtout qu'en plus c'est un sujet qu'on a abordé la dernière fois avec la partie française, parce que oui, le Café Santé est un club francophone, donc on peut se déplacer dans chacun des pays grâce à tous les intervenants que nous accueillons sur le stage et de voir les différentes pratiques de chacun. Et donc aujourd'hui, nous sommes au Québec avec Evelyne et bien sûr Doc Tapré qui est toujours parmi nous. Et aujourd'hui, on va parler des études de médecine, comment ça se passe au Québec, quels sont les enjeux, les défis. Et puis, on va peut-être pouvoir comparer un tout petit peu avec ce qu'on sait de la France. Donc, je pense qu'on est bon. Ah non, j'ai oublié de la chose la plus importante. Vous voyez, sur le titre, il y a un petit point rouge. C'est-à-dire que la room est enregistrée. Donc, il est possible que quand vous montiez sur le stage, on vous envoie un petit message pour vous prévenir que la room est enregistrée, parce que vous pouvez aussi retrouver nos rooms en replay sur le podcast Café Santé qui est dispo sur Spotify. On vous a déjà mis pas mal d'épisodes. Je crois qu'on a presque une trentaine d'épisodes, non, Doc Tapré? Absolument, absolument. Le dernier épisode en date, c'est celui sur la vitamine, justement sur le cafesanté.club, rubrique podcast, ou sur Spotify, ou sur l'app Store avec le podcast de iPhone et autres iPad, etc. Donc c'est vraiment intéressant pour ceux qui ont pu manquer certains épisodes de les retrouver tous. Donc on va pouvoir aujourd'hui accueillir Evelyne, mais avant de se lancer dans le vif du sujet, on va déjà laisser Miché se présenter, et ensuite Francky, et ensuite on va pouvoir faire la room. Bonjour Miché. Hello Miché. Oula, on t'entend de très 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 loin. Sorry, vous m'entendez maintenant? De très très loin. Et d'enlever mes écouteurs là, maintenant je pense que c'est mieux. Là, c'est mieux, ouais, c'est mieux. Oui. Michel Kanda, médecin praticien en République démocratique du Congo et chercheur. Merci Membre du beaucoup. Café Santé. Merci. Merci beaucoup, bienvenue à toi. On accueille aussi Francky. Bonjour Francky. Bonjour Doctapré, bonjour à tous. Alors moi c'est Francky Takukam, médecin généraliste au Cameroun. Eh ben, bienvenue Francky qui a eu aussi l'honneur de nous présenter sa thèse en direct sur Clubhouse. Peut-être que Doc Tapré, tu peux te présenter, je me présente après et peut-être qu'on peut après introduire Evelyne pour débuter la room. Qu'en penses-tu? Absolument, absolument. Donc, je suis médecin au Canada, au Québec. J'ai une formation de gastro-entérologue et pédiatre. Et j'ai aussi une casquette de chercheur et enseignant à l'Université de Montréal. Donc, c'est dans le cadre de cette vulgarisation de la science que le Café Santé naît, et pour aussi permettre de voir et comparer les parcours, d'écouter les différentes formations à travers le monde. Ça va être vraiment intéressant au sein de ce Café Santé. Alors Ophélie, qui es-tu? Alors moi je suis moitié biologiste, moitié communicante et du coup j'ai fait un petit mix entre les deux et j'en ai fait mon métier et mon entreprise même parce que j'accompagne les entreprises dans le domaine de la santé sur les réseaux sociaux et sur la stratégie digitale maintenant. Donc voilà, et c'est toujours un plaisir d'être présent sur le Café Santé.
Excellent, excellent. Merci beaucoup. Donc, on va accueillir notre invitée Evelyne qui nous vient tout droit du Québec au Canada. Donc, Evelyne, bonjour. Est-ce que tu veux déjà juste te présenter un peu rapidement? Puis ensuite, on va pouvoir te poser plein de questions pour savoir un peu ton parcours, ton expérience en clinique, en médecine, mais aussi en recherche, et puis tes attentes pour la suite de ta formation. Bonjour Evelyne. Oui, oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup de m'avoir invité. J'ai vraiment hâte à cette room là. Je sais déjà que ça va être super le fun. Alors c'est ça, moi je m'appelle Evelyne. Je suis une jeune étudiante en médecine au Québec, à Montréal, donc plus précisément à l'Université de Montréal. Je suis en 4e année d'études ou donc à ma dernière année d'études, ou on peut aussi dire en 2e année d'externat, donc en 2e année de stage. Je finis cette année, puis ensuite je m'en vais à la résidence pour pratiquer pleinement. Alors voilà, puis ça va me faire très plaisir de répondre à toutes vos questions aujourd'hui. Super, super. Merci beaucoup. Donc, on va pouvoir entrer dans le vif du sujet. Juste des petites règles d'usage. Tous ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. On va essayer d'avoir peut-être une quinzaine de minutes où on va lui poser des questions à Evelyne dans le flow. Mais n'hésitez pas, si vous voulez lever la main, intervenir. Ce sera avec plaisir. Donc, on va alterner, Ophélie et moi, l'interview de Evelyne. Mais vraiment, n'hésitez pas, Francky Miché ou tous ceux qui sont dans la salle, si vous avez des questions en cours de route, à nous interrompre. Donc, la première question qui me vient au bout de la langue, c'est pourquoi, Evelyne, as-tu choisi de faire la médecine? C'est sûr que c'est une carrière qui, pour beaucoup de jeunes, semble un peu difficile d'atteindre, mais toi, qu'est-ce qui a été le moteur pour décider de te lancer dans cette carrière? Alors, c'est une très bonne question. Moi, j'ai eu à prendre la décision de ce que je voulais faire dans le futur au cégep. Donc, c'est le cégep, là, je pense qu'il y a beaucoup de personnes ici qui connaissent peut-être pas ça, mais c'est 2 années d'études qu'on a au Québec qui se passent juste avant l'université. Alors, c'est un peu comme une exception au Québec qu'on a ici. Puis, j'étais dans un programme un peu de sciences naturelles et sciences humaines. Alors, il y avait beaucoup de portes qui s'ouvraient à moi. Puis, honnêtement, j'avais beaucoup de choses qui m'intéressaient, là. Je voulais être journaliste, diplomate, travailler en santé. J'étais vraiment intéressée par un peu de tout, mais je me souviens que j'adorais mes cours de biologie. J'ai toujours été très intriguée par le corps humain, puis je voulais vraiment savoir ce qui se passait dans notre corps, pourquoi est-ce qu'on avait des maladies, pourquoi est-ce qu'il y avait des choses qui allaient pas bien. Puis c'est sûr que j'ai toujours été une personne qui aimait beaucoup les gens. J'aime ça travailler avec d'autres personnes, j'aime ça aider les gens. C'est vraiment des raisons typiques là, de pourquoi les étudiants en médecine veulent aller en médecine. Mais, euh, mais c'était vraiment des bonnes raisons pour moi. Et puis aussi, j'ai toujours beaucoup aimé l'école, là, donc j'avais des bonnes notes, ce qui m'ont permis de pouvoir appliquer en médecine. Alors, j'ai décidé de faire ça. Mais pour être honnête, là, quand j'y repense maintenant, j'avais pas beaucoup de personnes dans mon entourage qui faisaient de la médecine, alors j'avais pas une super bonne vue de la médecine. Donc, pour être complètement honnête, je savais pas ce qui m'attendait et j'ai vraiment appris à tomber en amour avec la profession au fil de mes années d'études, puis vraiment comprendre pourquoi j'ai vraiment choisi ça par mes études. Mais, euh, mais c'est ça, je dirais que ce qui m'avait poussée initialement, c'était vraiment mon amour pour le corps humain, puis pour aider les gens. Donc, il n'y avait pas directement de personnes dans la famille qui étaient les parents en médecine, par exemple, ou des cousins. Non, exactement. Moi, j'en avais pas du tout. Je sais que dans mon année, les autres étudiants en médecine, il y en a quand même plusieurs qui ont des parents qui sont en médecine, par exemple. Mais moi, j'avais aucune idée de ce qui m'attendait. Là, je connaissais personne en médecine. J'avais comme des connaissances de loin, là, comme des d'amis de mes parents, à qui j'avais posé quelques questions pour avoir une meilleure idée. Mais la réalité, là, d'une vie de médecin, j'avoue que je connaissais pas ça très bien. Mais, euh, mais je savais que j'aimais vraiment les sciences puis aider. Donc, pour moi, c'était des assez bonnes raisons.
Et d'ailleurs, Doctapré m'a tendu un petit peu la perche au niveau de tes proches, alors peut-être de tes amis. Nous, c'était le lycée, alors je sais pas si au Québec ça fonctionne pareil. Comment ton choix de faire médecine a été perçu? Est-ce qu'ils se sont dit que voilà, tu t'engageais vers, quelque chose où tu allais énormément travailler? Comment ils ont perçu, cet engagement-là dans ces études qui sont quand même des études, longues, difficiles, où ça demande beaucoup, beaucoup d'investissement personnel? Oui, c'est vraiment une bonne question. Je dirais que, par exemple, si je commence avec mes proches, dans la famille, beaucoup de gens ont des perceptions que c'est quelque chose de exactement, de très ardu, des très longues études où est-ce qu'on doit se sacrifier et tout ça et ce qui est quand même vrai aussi. Donc je sais que mes parents, par exemple, ils aimaient l'idée que je travaille en santé, mais ils voulaient que je fasse quelque chose d'un peu moins intense. Ils me disaient, par exemple: «Ah, tu sais, essaie de considérer la pharmacie, la physiothérapie, d'autres professions en santé qui me permettent aussi d'aider les gens, puis de me rapprocher de mon côté de passion là, avec le corps humain, sans toutefois être aussi intense. Euh, Puis j'avais d'autres personnes, par exemple mes amis, qui me poussaient parce qu'ils savaient que c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc, j'avais beaucoup de support également. Je pense que en général, tout le monde voyait que ça me passionnait, donc tout le monde me supportait, mais également tout le monde avait un peu peur aussi que ça soit quelque chose qui finisse par être trop difficile pour moi. Mais je pense qu'en général, j'avais quand même tout le monde avait quand même des bonnes opinions par rapport à ça. Oui, c'est super important, surtout que voilà, on sait quand même que l'entourage, si en plus, ils te soutiennent, alors ce qui s'inquiète, c'est tout à fait normal et que du coup, ils te soutiennent par la suite, c'est vrai que c'est plutôt agréable quand on se lance dans des études comme, devenir médecin. Docteur Oui, Pré? vraiment. Oui, absolument, parce que c'est des formations longues qui sont parfois, par rapport à d'autres étudiants qui ont des courtes formations, il y a un impact financier aussi. C'est sûr qu'au Québec, la formation est moins coûteuse que ce qu'on a aux États-Unis, mais c'est sûr qu'il y a un investissement important. On parlera tout à l'heure notamment de la difficulté de faire des jobs quand on est en médecine. Et Evelyne, je me souviens plus, tu es née au Canada ou tu as immigré au Canada? Je me souviens plus. Oui, je suis née au Canada, puis mes deux parents, ils ont grandi, puis ils ont vécu au Vietnam. C'est eux qui ont immigré ici, mais moi, je suis née ici. Ok, donc c'est sûr qu'il y a aussi le défi par rapport à la vision que les parents ont de ce choix de carrière sur l'impact, leur impact aussi personnel au niveau financier. Donc c'est un défi important. Oui, exactement. Puis, si vous voulez, je peux en parler un peu plus, là. Je sais qu'un des points qu'on voulait aborder, c'était justement, les familles immigrantes, puis les enfants qui finissent par faire des études en médecine, Oui, oui, qui oui. ont, oui. Donc exactement, là, c'est ça, ma famille a immigré au Canada. Hem, Mes 2 parents, ils ont immigré du Vietnam, là, donc vous connaissez sûrement un petit peu l'histoire du Vietnam. Il y avait eu une guerre, puis ensuite, il y a un régime complètement différent qui s'est imposé, un régime plus communiste et ça, c'était très difficile pour beaucoup de citoyens vietnamiens parce que c'était un régime, par exemple, qui concordait pas avec les valeurs de beaucoup de personnes et puis qui imposait un mode de vie puis une société complètement différente, un peu plus oppressive pour eux. Alors, beaucoup de gens ont décidé de quitter le Vietnam. Beaucoup de gens ont été des boat people, donc ont immigré de façon plus illégale en, en essayant de s'échapper là, sur des bateaux, puis de faire n'importe quoi qu'ils pouvaient pour quitter le Vietnam. Alors, par exemple, la famille de ma mère, là, c'est ce qu'ils ont essayé de faire. Là. Ma mère, elle a essayé de, de fuir en bateau. Et puis, il y a eu beaucoup d'échecs. Par exemple, ma mère, leur bateau s'est fait prendre par la police. Alors, ils ont dû aller en prison pour quelque temps. C'était beaucoup de difficultés pour beaucoup de Vietnamiens. Ils ont énormément sacrifié. Puis, je suis très chanceuse parce que mes parents, ils ont réussi à venir ici finalement. Ils ont eu des contacts là, qui les a permis de venir ici finalement puis de s'installer. Mais c'est sûr que, puis je pense que peut-être plusieurs d'entre vous aussi là ont connu des histoires d'immigration. Donc, je sais que mes parents ont beaucoup travaillé, ils sont venus avec rien, puis ils ont commencé avec des, des,
des carrières là, avec un salaire complètement minimum, où ils avaient rien, puis ils devaient travailler et étudier en même temps. Puis ils sont réussi à atteindre un stade de leur vie où est-ce ils sont plus stables, donc ils ont quand même une maison, un salaire, puis ils ont pu nous fournir assez pour nous, là, pour leurs enfants. Alors, dans tout ce cadre-là, je pense qu'il y a beaucoup d'immigrants qui ont des assez hautes attentes pour leurs enfants. Donc, par exemple, dans mon cas, je sais que mes parents, ils voulaient vraiment que j'étudie bien. Puis, moi, sachant qu'ils ont tellement sacrifié pour moi, c'est vraiment quelque chose que je voulais absolument faire aussi. Je voulais vraiment me forcer dans mes études, puis avoir une bonne carrière pour également être stable. Puis, tu sais, un peu comme leur redonner, leur faire savoir à quel point j'étais reconnaissante pour tout ce qu'ils ont fait. Mais c'est sûr que le fait que justement j'avais personne en médecine dans ma famille, ça aussi il y a des avantages. Alors j'avais l'avantage que j'avais une famille qui était très sportive puis qui m'a tout donné, mais en même temps j'étais un peu moins favorisée dans le sens que je connaissais un peu moins le monde de la médecine. Mais je pense que finalement là, il y a beaucoup d'histoires comme ça des étudiants en médecine, des personnes qui ont eu des familles un peu plus difficiles. Puis le fait qu'il y a tellement une variété dans les histoires des personnes en médecine, je trouve que ça fait vraiment la beauté de la médecine. On a vraiment des étudiants de partout dans le monde, puis qui ont eu des histoires différentes. Alors, ça permet de faire un cadre de la médecine qui est plus empathique, puis qui est vraiment prête à aller aider les gens plus défavorisés, selon moi. Alors, je suis vraiment reconnaissante justement pour ma famille, pour m'avoir tout donné, puis pour me donner une perspective aussi différente de tout ça. C'est vraiment très, très intéressant et très touchant. Merci de partager ça avec nous parce que c'est aussi ça qu'on veut comme parents, donner la possibilité aux enfants d'avoir le meilleur. Et l'immigration souvent est un gros vecteur justement pour atteindre cette possibilité-là pour beaucoup de familles. Donc merci beaucoup Evelyne de nous partager ça et de surtout avoir persévéré dans ce choix-là. Ah, mais merci, ça fait très plaisir. Oui, je rejoins complètement Doctapré. Merci beaucoup Evelyne et puis, bravo parce que c'est vrai que ça demande, quand même, beaucoup de courage, même si on n'a pas l'impression quand on se lance, mais ça demande beaucoup de courage et donc, rien que pour ça, c'est très émouvant ton partage, donc merci à toi et du coup, comment ça s'est passé en fait les différentes étapes pour faire médecine? Donc tu nous as parlé tout à l'heure d'une chose que je ne connais qu'on n'a pas nous en France, dès les 2 premières années, comment ça se passe? Tu finis ton lycée, alors, je pense que c'est le lycée au Québec aussi, on est d'accord? Oui, donc c'est un nom différent, là, mais nous, c'était l'école secondaire. Oui. Donc, c'est ça. Après les études primaires, on a les écoles secondaires. Puis, effectivement, ça ressemble un petit peu au lycée en France. Puis, par la suite, après les écoles secondaires, on a 2 années qu'on appelle le cégep. Alors, cégep, en fait, c'est un acronyme, là, j'ai complètement oublié. Faudrait que je cherche sur Google qu'est-ce que... C'est collège d'études générales, études Écoute, collégiales. ouais, Ouais. c'est ça. Ouais, ouais, exactement, c'est ça. Donc, c'est 2 années après les écoles secondaires où on peut choisir un programme et c'est des programmes très généraux. Alors, en général, il y a premièrement le programme d'études en sciences. Alors, ceux qui veulent aller dans les sciences de la santé ou dans les sciences environnementales vont aller dans ce programme-là. Puis deuxièmement, il y a des sciences un peu plus humaines, donc ceux qui veulent aller en commerce, en psychologie, dans des carrières où est-ce que c'est moins des sciences fondamentales, mais c'est plus, on fait plus travailler avec d'autres humains, par exemple. Là, c'est plus le côté social, alors ils iraient dans le programme de sciences humaines. Et puis ensuite, il y a d'autres programmes un peu différents. Moi, j'étais dans un programme qui s'appelle Sciences, Lettres et Arts, qui combinait un peu les deux parce que j'étais très intéressée par un peu de tout. D'autres personnes qui font des programmes combinés avec des programmes de danse, par exemple, ou des programmes de sport. Alors, il y a un peu de tout, mais ça reste des programmes très généraux pour nous permettre de découvrir ce qu'on veut faire plus tard dans la vie. Et puis, après ces 2 années de cégep, c'est là qu'on va appliquer dans l'université, dans des programmes beaucoup plus spécifiques. Donc, par exemple, moi, j'ai appliqué en médecine, c'est ça, puis d'autres personnes vont appliquer, par exemple, en commerce, etc. Et donc oui, Merci beaucoup. c'est vraiment comme un tronc commun, comme au
on regarde, par exemple, certaines formations qui sont après le baccalauréat, les écoles prépa, c'est un peu ce genre de tronc commun qu'on pourrait comparer D'accord. à ce cégep-là. Ouais, c'est vrai que nous, quand on décide de faire médecine en France, on nous pousse directement en première année de médecine concours. Et soit ça, il y a beaucoup de personnes, n'empêche, qui viennent d'écoles de prépa et qui tentent après médecine en faisant le concours. Mais en général, là, c'est plus un format après pour les vétérinaires. On a ce tronc commun de 2 ans d'école de prépa pour ensuite accéder, faire le concours aussi et accéder à l'école vétérinaire. Du coup, c'est super intéressant de découvrir ces différents parcours. Exact. Et donc, c'est après le cégep maintenant que, Evelyne, vous devez postuler pour la médecine par deux voies, soit la voie directe, soit la voie d'un baccalauréat, c'est ça? Oui, exactement. Donc, ce qui rend le Québec un peu unique, c'est que justement, juste après le cégep, on peut passer directement en médecine sans avoir fait un baccalauréat. Alors, c'est pour ça que d'étudiants en médecine sont un peu plus jeunes que la moyenne des autres étudiants en médecine du reste du Canada. Puis, c'est ça. Alors, dans ce cas-là, on rentrerait directement en médecine, mais notre parcours de médecine est rajouté par une première année préparatoire où est-ce qu'on a des sciences fondamentales, donc tout ce qui est anatomie, biologie moléculaire, biochimie, etc. On va l'avoir dans cette première année préparatoire. Puis ensuite, on a 4 années de vraie médecine. Alors ça, c'est une première voie à prendre. Une deuxième voie à prendre, c'est, comme vous avez dit, la voie du baccalauréat. Alors, après avoir fait le tronc commun là, au cégep, on applique dans un baccalauréat. Alors ça peut être n'importe quoi, là. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aller en médecine qui vont choisir le programme de sciences biomédicales ou d'autres qui peuvent choisir un programme de biologie. Ça peut être vraiment n'importe quoi. Puis le programme de baccalauréat, ça c'est semblable à partout dans le monde, alors c'est à peu près 2-3 ans. Puis par la suite, ces gens-là vont appliquer en médecine. Puis généralement, si leur baccalauréat comprend des sciences fondamentales, ils n'ont pas besoin de faire l'année préparatoire. Alors ils rentrent en médecine directement, puis ils font les 4 années de médecine. Donc, c'est ça un peu la particularité au Québec. On a le choix d'aller directement du cégep ou de faire un baccalauréat avant la médecine. Et globalement, ce qu'on regarde dans les données, c'est à environ 30% qui arrivent après le baccalauréat et 70% directement du cégep, c'est ça? Hein? Oui, je pense bien que c'est ça. La Oui, majorité, c'est du cégep au Québec. exact. Donc ça, c'est ta voie, celle que tu as pris de partir directement du cégep. Et donc, il y a eu une première année préparatoire avant la première année de médecine, c'est bien ça? Oui, exactement. Donc, j'ai eu une première année préparatoire qui consiste plus en des cours magistraux là, avec les cours de sciences fondamentales. Et puis donc ensuite, quand arrive la première et deuxième année, comment se structurent les programmes en termes de type de formation? On parle souvent des APP, des cours magistraux. Comment ça se structure ces 2 premières années? Alors, quand on rentre après l'année préparatoire dans les premières et deuxièmes années de médecine, ça consiste en... Il reste quelques cours magistraux, mais c'est surtout des APP. Alors, APP, c'est pour apprentissage par problème. Donc, on va se réunir en petits groupes d'environ 9 étudiants. Puis, à chaque période, on va traiter d'un sujet différent. Alors, chaque période, ça peut durer à peu près 4 à 6 semaines. Puis, dans chaque période, on va traiter, par exemple, de la cardiologie, puis ensuite, dans la deuxième période, on traite de la pneumologie. Donc, on traite vraiment de tous les différents systèmes du corps humain. Puis, ce qu'on fait en petits groupes, c'est que on va, premièrement, à la maison, on va commencer par faire les lectures nécessaires par rapport à tel système. Donc, disons que je suis dans la période de cardiologie. Je vais commencer ma première semaine en lisant sur les problèmes de valves cardiaques, on va dire. Puis je vais me réunir 2 fois par semaine avec mon petit groupe, puis on va discuter de tous ces cas médicaux reliés aux valves cardiaques, par exemple. Puis ensuite, la deuxième semaine, on va lire sur un autre sujet de la cardiologie, puis on va discuter de ces problèmes-là.
Et un peu pour ajouter à la discussion, l'université va préparer des scénarios. Donc, ils vont écrire, par exemple, le cas d'un certain patient qui a telle maladie reliée au cœur. Puis là, en groupe, on va lire l'histoire de cette maladie, puis on va essayer de penser à c'est quoi le diagnostic de ce patient, puis quel traitement est-ce qu'on voudrait lui donner. Puis ça, c'est très bien parce que en discutant en groupe, premièrement, ça stimule notre mémoire. Donc, ça stimule un peu tout ce qu'on a lu à la maison, ça nous permet d'en reparler en groupe. Donc ça, c'est vraiment une bonne méthode de mémorisation parce qu'on ne fait pas juste lire et relire à la maison, mais on va aussi en discuter. Puis, on va l'appliquer au problème. Et je trouve que j'aime beaucoup cette formule de petit groupe aussi parce que ça nous pratique un peu au futur quand on va être des médecins puis qu'on va avoir des discussions entre médecins de qu'est-ce qu'on veut faire avec tel patient. C'est un peu le même concept. Alors, je trouve que la méthode d'apprentissage par problème durant les premières et deuxièmes années de médecine, c'est vraiment une bonne méthode. Vous êtes un peu des enquêteurs du corps humain à ce moment-là. Oui, exactement, c'est ça. C'est ça, c'est très amusant en fait d'en discuter en groupe puis de penser au diagnostic là, ouais, un peu comme des enquêteurs exactement. Et du coup, moi, j'ai une question alors qui revient très, très souvent, pour le coup, quand une personne veut se lancer en médecine. Là, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, beaucoup, beaucoup de personnes qui ont commencé leur première année de médecine se posent: quel conseil, toi, tu donnerais, Evelyne, à quelqu'un qui veut se lancer en médecine pour pouvoir bien travailler, pouvoir réussir ses années de médecine, si tu avais un conseil à donner? J'irais de garder ça simple, puis de vraiment avoir une routine pour commencer. Donc, vraiment avoir une idée un peu de à chaque jour le temps qu'on va accorder à l'étude. Parce que si on n'a pas une routine, là, ça devient très facile d'être distrait, puis aussi on perd la motivation, donc on perd beaucoup de temps d'études, mais si on a une bonne routine pour commencer, c'est très bien. Deuxièmement, je dirais de s'assurer d'avoir des bonnes pauses, puis un peu de savoir c'est quoi notre limite de temps durant laquelle on peut travailler, puis vraiment se donner des pauses et des récompenses. Et troisièmement, je dirais de varier un peu notre méthode d'étude. Peut-être pas toujours étudier à la même place. Moi, j'aime beaucoup étudier seul chez moi, puis aussi en groupe. Un peu comme j'ai dit, là, je trouve ça très amusant d'en discuter de ce que j'ai lu. Puis ça favorise beaucoup le processus de mémorisation. Puis un dernier conseil que je donnerais, ça serait aussi d'étudier de façon intelligente. Donc, c'est pas seulement relire ce qu'on a lu, mais aussi de faire des questions pratiques, puis de discuter de qu'est-ce qu'on a appris. Fait que ça serait comme mes quatre gros conseils. Ah mais c'est super parce que c'est vrai qu'en général, dans les idées, de la plupart des personnes, médecine, c'est que du par cœur. Vous êtes là pour, on va dire, emmagasiner de l'information, du par cœur, sans pour autant penser à la réflexion. Je sais que nous, en France, on a, des QCM, donc on se dit souvent: «Oui, bon, enfin, les médecins sont faits juste pour, remplir des cases», alors qu'en fin de compte, non et c'est pour ça que ton témoignage est vraiment génial parce que, beh, il y a pas que ça et il y a toute une notion après d'enquête, d'apprentissage de ce qui peut se passer puis après d'adaptation en fonction des personnes parce que chaque personne est unique donc c'est là aussi la beauté de la chose dans ce métier, je trouve. Oui, Oui, c'est absolument. vraiment vrai, ouais. Et effectivement, une des choses qui est beaucoup travaillée, c'est la démarche diagnostique pour permettre aux étudiants, même encore dans cette phase théorique, d'avoir une réflexion structurée. Puisqu'en médecine, on navigue entre la physiopathologie et la prise en charge. Et les APP dont Evelyne parlait permettent justement de voir des cas les plus fréquents ou les cas les plus complexes, mais avec une approche d'analyse ils utilisent ce qu'ils appellent les cartes conceptuelles, les CIMAP. Peut-être tu veux dire un mot, Evelyne, sur ça? Oui, exactement. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, le docteur Pré est aussi un animateur là, des APP. Donc, c'est pour ça qu'il connaît très bien la méthode. Mais, donc, c'est ça. Parmi les discussions en groupe, parmi les APP, on a aussi un autre outil qu'on appelle les CIMAP. Alors, ça, c'est un logiciel qu'on utilise sur l'ordinateur où on peut faire des images de réseaux conceptuels. Alors, un peu comme sur PowerPoint, là, vous pouvez faire des schémas. Alors, c'est le même concept, on va faire des schémas pour un peu mieux illustrer le problème qu'on a lu en groupe, puis le processus de raisonnement derrière tout ça. Alors, par exemple, si j'ai un patient qui a un problème de cœur, euh,
Puis ce problème est relié à ses valves, puis ensuite le cœur, ça va affecter, disons, ses poumons. Alors là, je peux faire une image réseau où est-ce que je relie tous ces différents problèmes ensemble, puis je mets différentes flèches pour relier tous ces problèmes ensemble. Puis ça permet de vraiment avoir une image de notre raisonnement, puis justement de mémoriser tout ça en groupe. Alors, on résume un peu tout ce qu'on a discuté en groupe sur un réseau conceptuel, puis par la suite, on peut le garder pour notre étude pour mieux mémoriser de ce dont on a parlé. Alors, ça, c'est un autre outil qu'on utilise que j'aime beaucoup. Oui, parce que cette phase vraiment de l'apprentissage des premières années insiste beaucoup sur la compréhension des mécanismes physiopathologiques, parce que plus tard, on entre dans les maladies, dans les traitements, et c'est important que les bases soient vraiment robustes et solides. Tu as parlé du cœur tout à l'heure, on en profite pour accueillir Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour les amis, bonjour Bonjour, à tous, Cathy. bonjour Evelyne. Bonjour. Effectivement, j'ai entendu que vous parliez de la cardiologie juste au moment où j'arrivais. Excellent, Bon, eh bien, je vous écoute pour l'instant et excusez-moi super. encore pour le retard. Pas de souci, merci beaucoup Cathy. Une des choses que tu as mentionnées et qu'on a survolé, c'est justement le processus de sélection pour le volet cégep, parce que effectivement, le volet dont mentionne Marie rentrerait dans le cadre de quelqu'un qui a déjà un baccalauréat, puisqu'elle est déjà inscrite dans un programme. Mais si on revient sur le volet cégep pour la sélection, donc tu as parlé donc du dossier d'admission qu'il faut soumettre à l'une des 4 universités. Les 3 sont francophones sauf McGill. Donc c'est important pour ceux qui sont dans la room de connaître qu'au Québec, on est bilingue et que l'université McGill est anglophone. Donc pour les universités, lorsqu'on soumet le dossier, il y a des critères, notamment ce qu'on appelle la cote R et puis l'examen Casper. Est-ce que tu veux dire un petit mot, Evelyne, sur ces 2 éléments? Oui, donc, alors c'est ça. Alors, la cote R, c'est la cote qu'on a au cégep. Donc, les étudiants qui vont à travers les 2 années de cégep, ils vont faire tous leurs différents cours. Puis, dans chaque cours, ils vont avoir leurs notes, bien sûr, mais ils vont aussi avoir une cote par cours. Donc, la cote est en fonction de la note qu'on a eue dans le cours, mais aussi de la note que les autres étudiants, de la moyenne de la classe, en fait. Puis, ça va être basé sur ces 2 choses-là, puis aussi sur la force de notre groupe. Donc, c'est comme une cote pour vraiment voir à quel point cet étudiant est fort ou pas, un peu. Ça va se baser justement, sur son rendement à travers sa classe. Puis, dans chaque cours, on a une cote, puis ensuite, on a une cote moyenne qui rassemble la cote qu'on a dans chaque cours, donc la cote R. Puis, à la fin de chaque session au cégep, on a une cote R, puis là, elle peut augmenter au fil des sessions ou diminuer là, en fonction de si on a des meilleures notes ou pas. C'est très discutable si c'est une bonne méthode ou pas, parce que on s'entend que c'est comme un seul nombre qui va définir toutes les études qu'on a faites au cégep, puis ce seul nombre-là va être utilisé pour les universités pour qu'ils voient si on a eu des bonnes notes ou pas. Alors, ils voient même pas qu'est-ce qu'on a eu, ils voient même pas si on a eu des bonnes notes dans telle matière ou pas, ils voient seulement une cote. Alors, ça peut être très stressant pour les étudiants du cégep, parce que, par exemple, pour entrer en médecine, généralement, il faut une cote R minimum de 33. Puis, il y a la moyenne des cotes R des personnes qui rentrent en médecine, c'est à peu près 35. Donc, c'est très stressant pour ceux qui voient une cote R plus petite que celle-là, parce qu'ils ont l'impression qu'ils n'ont pas beaucoup de chances de rentrer. Mais à part la cote R, il y a d'autres facteurs aussi. Donc, certaines universités vont aussi regarder notre CV, donc les accomplissements qu'on a faits en dehors des études. Ils vont aussi regarder notre lettre de motivation. Puis, ils vont aussi regarder l'examen Casper. Alors, l'examen Casper, c'est pour voir tout le côté de notre personnalité qui n'est pas relié un peu comme aux études. Donc, ils veulent voir si on est des personnes empathiques, si on est des personnes qui ont un sens critique, capables de vraiment répondre à des situations plus stressantes, par exemple, ou à des situations plus complexes dans le domaine de la médecine. Alors, c'est un examen qui est en ligne, puis ils nous mettent devant des scénarios. Par exemple, c'est ça, je sais pas moi, un patient qui est dans une situation complexe, puis là, ils veulent savoir comment est-ce qu'on va réagir à ça. Alors nous, il faut qu'on tape rapidement qu'est-ce qu'on ferait dans telle situation.
Puis, il y a une limite de temps là, pour répondre à chaque question. Puis finalement, l'examen est envoyé aux universités, puis c'est un autre critère pour eux, pour qu'ils voient quel genre de personne qu'on est. Alors, ils vont vraiment voir tout ce dossier global pour ensuite pour ensuite décider là, des applicants en médecine. Et souvent, donc, les étudiants vont postuler à une des quatre ou toutes les quatre, dépendant de leurs besoins de type de formation. Et puis, après les classements, vous décidez en ce moment-là si vous êtes admis. Oui, exactement. Puis, c'est ça, chaque université a vraiment des critères différents. Alors, par exemple, certaines universités vont donner plus d'importance à l'examen Casper, certaines universités regardent un peu moins les notes, etc. Donc, chaque université est vraiment différente. Excellent. Donc, ça fait effectivement donc, le point sur toute la partie de sélection initiale qui est un critère important. Beaucoup d'étudiants au Québec veulent entrer en médecine. C'est une formation très sollicitée. Le ratio de réussite est très bas parce qu'il y a vraiment une demande importante. Et après cette porte d'entrée, il y a les 3 années dont tu as parlé, théoriques, qui sont quand même 3 années où vous ne voyez pas de malades, où vous voyez quand même, vous mettez les pieds dans les hôpitaux pendant les trois Alors, années. alors c'est ça. Globalement, c'est beaucoup plus des années théoriques. Donc, on lit, on a des cours, puis on discute de ce qu'on a lu. Puis ensuite, ça va dépendre un peu des universités. À l'Université de Montréal, à chaque semaine, on a une séance parce qu'on va à l'hôpital, puis c'est une demi-journée où on a encore d'autres petits groupes de 4 étudiants, euh, où on va se pratiquer entre nous à faire l'examen physique des malades. Puis aussi, on a une petite période où est-ce qu'on va voir des vrais patients. Puis ça nous permet vraiment de se pratiquer tout de suite à questionner un patient, faire l'examen physique, puis un peu penser au diagnostic. Alors, ça, c'est une partie que j'aimais beaucoup des 2 premières années de médecine. On va dans les hôpitaux, puis on regarde un peu comment ça se passe, puis on peut tout de suite interagir avec des patients. Mais je pense que c'est pas la même chose dans toutes les universités. Donc, ça me fait penser justement à cette première fois, la fameuse première fois. Comment ça a été pour toi le premier contact avec un patient? Oui, ça, c'est vraiment une bonne question. Euh, Mon premier contact avec mon patient, je m'en rappelle pas exactement pendant les 2 premières années. Mais je pourrais vous parler de ma première rencontre avec un patient à l'externat, parce que ça, je vous dirais que je m'en rappelle un peu plus, puis j'avais un meilleur contact avec. Oui, absolument. Ouais, donc ça, c'est quand même une histoire intéressante, là. C'était dans mon premier stage d'externat, c'était dans le stage de psychiatrie. Alors, j'avais 6 semaines en psychiatrie, puis mon premier patient, alors j'étais une étudiante toute nouvelle, toute motivée à commencer mon externat. Puis là, on m'a donné une tâche à faire, c'est d'aller voir ce patient. Puis c'est un patient qui avait un trouble de l'usage d'alcool. Donc, lui, c'est ça, il avait une dépendance à l'alcool. Il était dans la 50-soixantaine. Et puis, il avait été admis à l'hôpital parce qu'il était retrouvé dans un hôtel complètement intoxiqué à l'alcool. Puis, je me souviens que ça m'avait beaucoup touchée parce que ça, d'un côté personnel, par exemple, ça me rappelait des gens de mon entourage que je voyais un peu aussi là, qui avaient des troubles d'usage. Euh, alors, je trouvais ça très touchant, mais aussi, ça m'a vraiment fait découvrir le côté de la médecine qui est qu'on a accès aux périodes les plus vulnérables de n'importe quel patient. Donc, ce patient-là, par exemple, je sais qu'il avait une famille, il a une carrière devant lui, il y avait des moments où est-ce qu'il a vécu des super belles expériences, mais là, nous, on le voyait dans son état un de ses pires états, où est-ce qu'il était complètement intoxiqué. Puis, on avait quand même, on pouvait quand même l'aider. Donc, on était quand même une équipe là à vouloir l'aider, puis à vouloir qu'il aille mieux, qu'il passe à travers son sevrage d'alcool, puis on voulait aussi l'aider à trouver une maison par la suite, etc. Donc, ça m'a vraiment confrontée à la partie vraiment moins glamour là, de la médecine, où est-ce qu'on voyait les gens dans leur pire état. Mais justement, je trouvais ça beau d'avoir accès un peu à ces périodes tellement vulnérables des patients, puis de pouvoir les aider dans ces cas-là. Alors, c'est vraiment un cas qui m'a beaucoup touchée. Puis, je pense que c'est de ces cas-là que, à travers la médecine, là, à travers mes années de médecine, d'études en médecine, ça m'a vraiment fait découvrir c'est quoi réellement, puis ça m'a fait vraiment aimer ce que je fais aussi.
Et du coup, pour que tout le monde puisse comprendre, du côté Québec, l'externat est consistant en quoi exactement? Donc vous êtes beaucoup plus sur le terrain d'après ce que je comprends? Vous avez encore des cours, des cours théoriques, en plus de l'externat, c'est ça? Oui, donc c'est ça, on avait parlé des 2 premières années d'études en médecine qui étaient plus théoriques. Alors les 2 dernières années, c'est l'externat. Donc là, on n'est plus sur les bancs de l'école, on rentre vraiment à l'hôpital, on voit des vrais patients, puis on passe toute notre journée à l'hôpital, en fait. Donc ce qu'un externe fait, c'est qu'on va suivre des patrons, puis au Québec, on a aussi le droit de voir nos patients nous-mêmes, d'écrire les notes dans les dossiers, puis ensuite de penser au diagnostic et au traitement qu'on voudrait faire avec ce patient. Ensuite, on se réunit avec notre patron pour un peu discuter de qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qu'on voudrait faire. Puis ensuite, avec le patron, là, on fait... le patron va nous dire s'il est d'accord ou pas, puis on va pouvoir discuter plus davantage de ce cas médical-là. Puis par la suite, on va pouvoir vraiment commencer un traitement, puis suivre ce patient-là au cours des prochains jours. Alors, quand on est externe, on rentre vraiment dans la vie du médecin, puis on commence à pratiquer là, la médecine pour de vrai, pour être prêt pour la résidence plus tard. D'accord et du coup continuer dans cette explication de l'externat, donc tu peux faire des gardes aussi? Comment ça se passe, comment ça se passe les gardes, au Québec? Donc des gardes de 24 heures? Est-ce que vous allez jusqu'à 48 heures de garde? Ah, c'est vraiment une bonne question. Donc, les gardes, en gros, c'est des périodes un peu comme en dehors des shifts normaux, là. Donc, ça va être par exemple le soir ou la nuit, où est-ce qu'on va être sur le terrain, là, être à l'hôpital, puis on va répondre aux appels des, des patients. Donc, si jamais il y a un patient qui devient instable, on va aller le voir, puis on va débuter un traitement, etc. Puis, en effet, alors, les gardes, quand on est externe, c'est vraiment des petites gardes, là, c'est vraiment rien comparé à ce que nos patrons ont vraiment. Par exemple, moi, dans mes stages, j'ai tendance à avoir des petites gardes de, par exemple, de 5 heures à 10 heures du soir. Puis parfois, on a aussi des gardes de nuit. Donc là, plutôt que de travailler pendant la journée, là, c'est une garde de nuit. Euh, et puis, au Québec, en fait, on n'a pas de garde de 24 heures. Si je me trompe pas, je pense que c'est plus légal, je crois. Euh, Nous, c'est des gardes de 12 heures, là, 12 heures maximum. Mais par exemple, je sais que dans le reste du Canada, il y en a qui ont encore des gardes de 24 heures. Donc là, ces médecins-là doivent rester à l'hôpital pendant 24 heures et vraiment répondre à tous les appels des patients. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, il faut qu'ils soient disponibles. Euh, Puis c'est ça, les gardes de 24 heures, c'est quelque chose de très difficile. Docteur Pré, vous nous direz là, si jamais votre Oui, expérience avec tout ça, ouais. oui, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui a beaucoup changé pour le parcours des étudiants parce que 24 heures, ça veut dire être vigilant, être sur le front et on sait qu'il y a des études qui ont été publiées, le risque d'erreur médicale augmente avec le temps d'éveil et c'est quelque chose qui a justifié de diminuer la durée de garde, surtout pour les étudiants en formation et aussi d'imposer le repos de garde le lendemain. Ça, c'est un autre élément aussi pour permettre de récupérer après une garde, absolument. Donc, c'est effectivement une des étapes importantes de l'externat, comme le mentionne Evelyne. Et c'est un parcours qui commence à être un peu individualisé, puisque les 2 premières années, vous recevez tous les mêmes choses en termes de formation théorique. Mais quand arrive l'heure de l'externat, vous commencez à avoir une approche individuelle. Comment est-ce que vous choisissez vos stages, Evelyne? Parce que c'est là où commence à se dessiner le besoin de choisir une type de médecine qu'on veut faire. Comment est-ce que vous choisissez vos stages d'externat? Oui, alors, je peux lister rapidement, là. Dans le fond, tous les étudiants en médecine au Québec, on a un parcours qui est obligatoire, qui est similaire. Alors, il y a certains stages que tout le monde doit faire. Puis, je vais les lister rapidement. Puis, si jamais il y a certains stages que vous comprenez pas, n'hésitez pas à poser des questions. Donc, par exemple, on a le stage de médecine familiale qui est obligatoire. Ça, c'est évidemment, là, il y a beaucoup de médecins qui deviennent des médecins de famille. Alors, c'est une partie très importante de notre parcours. Il y a aussi le stage de médecine interne, de chirurgie, de pédiatrie, de psychiatrie.
qui sont obligatoires. Ensuite, il y a des stages un peu plus spécialisés, là, mais qui sont obligatoires également, comme en urgence, en gynécologie obstétrique, puis en gériatrie, par exemple. Alors ça, c'est des stages que tout le monde doit passer à travers. Puis ensuite, il y a les stages à option qu'on peut choisir en fonction de qu'est-ce qu'on veut faire plus tard, qu'est-ce qui nous intéresse. Donc, par exemple, là, on peut choisir des stages encore plus spécialisés. Si quelqu'un est intéressé par la cardiologie, là, on en parlait, on peut faire des stages là-dedans ou des stages de chirurgie vasculaire, etc. Puis, nous, on a au total 18 semaines de stages à option. Donc, de stages dans lesquels on peut faire un peu de qu'est-ce qu'on veut. Intéressant. Donc, avec ça, vous allez donc pouvoir, au fil de ces stages, développer des compétences, développer des aptitudes. Et au Canada, on sait que tout ce qui est pédagogie médicale a une grande avancée. Notamment, il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de structuration de ces pédagogies. Et il y a même des outils qui ont été mis sur pied. On parlait anciennement des compétences, maintenant on parle aussi des parcours. Est-ce que tu veux dire un mot sur les compétences, par exemple, CanMed, qui ont été longtemps utilisées pour les étudiants? Oui, alors les compétences CanMed, c'est vraiment des qualités que le Collège Royal veut que tous les médecins aient. Alors, pour les lister rapidement, là, il y a les qualités, par exemple, de communicateur, de collaborateur, de leader, de promoteur de la santé, de professionnel et d'érudit. Alors, ils veulent pas que les médecins soient seulement des personnes qui aient des bonnes connaissances médicales, mais ils veulent que ce soit des personnes qui soient bien well-rounded, là, qui sont très équilibrés, puis qui peuvent non seulement fournir le côté médical au patient, mais aussi être quelqu'un d'empathique, puis qui va pouvoir vraiment être un médecin c'est ça, bien équilibré pour les patients. Et donc, c'est un élément important, puisqu'on voit que toutes ces compétences contribuent à, comme tu le mentionnes, faire de vous des bons médecins. Et ça permet aussi de structurer l'évaluation. On parlera tout à l'heure de l'évaluation, mais c'est des choses qui se développent pendant les stages à travers vos observations sur le terrain. Oui, c'est extrêmement intéressant la partie bien sûr, communicant, qui m'a fait tilt de mon côté parce que c'est peut-être l'une des choses qu'on peut reprocher parfois, en tant que patient à des médecins, c'est, tout ce qui va être annonce du diagnostic, vulgarisation scientifique, donc c'est important de l'inclure complètement dans le processus de formation quand on devient médecin en fin de compte, hein. Et du coup, bah, je quand on arrive dans ces études de médecine, il y a quand même un lien qui est du coup très fort de par ce que tu nous disais avec, les enseignants. Qu'est-ce que d'ailleurs pour toi, est-ce qu'il y a des enseignants qui ont un petit peu marqué, ton parcours? C'est qui devient enfin, c'est vos confrères, c'est vos pairs. Quelle est la relation qu'il y a un petit peu entre les étudiants et ces enseignants qui sont déjà, sur le terrain et qui sont déjà médecins et qui ont déjà roulé leur bosse, on va dire, avec leur métier. Ouais, donc avec la relation avec les patrons, là, c'est ça, on les appelle nos patrons. euh, c'est vraiment différent selon les spécialités puis selon les différentes personnalités. En gros, c'est vraiment des personnes qui sont là pour, c'est ça, nous enseigner là, sur tous les côtés plus pratico-pratiques de la médecine. Puis, quand on est chanceux, là, il y a beaucoup de patrons qui vont établir une relation un peu plus proche, où est-ce qu'on va pouvoir avoir une relation un peu moins comme d'enseignant et d'étudiant, mais aussi une relation un peu plus, De mentor un peu plus peut-être? oui, c'est ça, ouais, de mentor, c'est ça, de mentor. Où est-ce qu'on a accès aussi, non seulement au côté médical, mais aussi qui vont nous inspirer un peu, qui vont nous parler un peu de leur parcours. Puis en général, ces patrons-là qui vont nous inspirer, puis qui vont nous marquer là plus tard. Donc, par exemple, le Dr. Pré, c'est un excellent exemple. C'est quelqu'un qui veut beaucoup donner à ses étudiants. Donc, on est beaucoup d'étudiants à travailler avec lui au sein du laboratoire de recherche, mais aussi à l'hôpital là, en tant qu'externe. Il y a beaucoup de gens qui ont eu l'opportunité de travailler avec Dr. Pré. Puis, c'est quelqu'un qui veut beaucoup
qui veut chercher à nous donner beaucoup d'opportunités, que ce soit en recherche, puis aussi même ici, là, avec le Clubhouse. Alors, c'est quelque chose qu'on apprécie beaucoup. Merci, merci beaucoup Evelyne. C'est notre mission vraiment de partager et aussi accompagner. Et tout à l'heure, tu parlais de cette relation avec les enseignants et ce qui nous aide aussi à s'améliorer, c'est vos évaluations que vous faites. Est-ce que tu veux dire un mot sur... Parce que c'est pas dans tous les pays, je vois dans la salle qu'il y a des gens qui sont de plusieurs pays différents. Et c'est pas partout qu'on évalue les enseignants et je trouve ça tellement utile. Est-ce que tu veux commenter sur ce point, Evelyne? Oui, donc à travers chaque stage qu'on fait, on est évalué par nos patrons, mais aussi à la fin du stage, on nous envoie un formulaire en ligne où on doit évaluer nos patrons. Donc ça, c'est anonyme. Alors, quand les patrons reçoivent les évaluations, ils savent pas c'est qui a écrit cette évaluation, ce que je pense qui est très bien parce que ça nous permet d'être beaucoup plus honnête. Puis, on évalue notre patron en fonction de si justement c'est quelqu'un qui nous a beaucoup enseigné, si c'est quelqu'un qui était enthousiaste à enseigner aux externes, aussi si c'est quelqu'un de respectueux envers tout le monde, parce que on s'entend qu'il y a toujours des exceptions. Là, il y a des patrons qui sont un peu plus, qui sont pas autant, qui veulent pas autant enseigner avec les externes. Donc, je pense que ça c'est très bien pour euh, pour aussi favoriser l'enseignement là, des externes. Puis ça donne un côté plus égalitaire. Là. C'est pas seulement les externes qui sont évalués, mais aussi les patrons eux-mêmes, ils ont des responsabilités. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très bien aussi de ce côté. Merci beaucoup, Evelyne. C'est vrai que c'est assez intéressant cette relation-là et cette transmission de savoir et d'expérience. Et du coup, c'est très émouvant aussi. Et comment ça se passe la partie recherche? Alors, c'est pas parce que j'ai un volet biologiste, mais c'est vrai que nous, on avait des étudiants en médecine qui venaient faire notre master recherche en physiopathologie. Comment ça se passe de ton côté? Et voilà, si tu as déjà fait des congrès scientifiques, est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport à ce volet un peu plus recherche? Oui, alors le volet recherche, c'est un volet très intéressant de la médecine, mais c'est aussi complètement optionnel. Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui choisissent de ne pas faire de recherche. Mais par exemple, ceux qui ont tendance à vouloir plus tard faire des spécialités un peu plus, comment dire, un peu plus par rapport à la médecine interne, puis qui veulent un peu travailler en recherche plus tard, là, ils vont aussi commencer à se mouiller un peu en recherche pendant les études de médecine. Euh, alors, en dehors des heures d'études, on peut, par exemple, travailler dans des laboratoires, que ça soit en recherche fondamentale ou en recherche clinique. Donc, vous, par exemple, j'imagine que c'était beaucoup plus de la recherche fondamentale, où est-ce qu'on peut travailler dans des labos, puis faire des expériences vraiment hands-on. Mais sinon, moi, par exemple, c'était des recherches plus cliniques, où est-ce que je faisais des sondages auprès de patients, puis ensuite je collectais les données, etc. Et puis ça me permettait de vraiment voir le côté plus innovateur de la médecine. Donc, pas seulement apprendre tout ce qui est les maladies, etc., mais aussi participer au côté où est-ce qu'on veut vraiment approfondir nos connaissances puis faire plus de découvertes scientifiques pour pousser la médecine plus loin. Alors, c'est ce côté que j'aimais beaucoup de la recherche. Puis, ça me permettait aussi, comme vous avez dit, là, de participer à des congrès. Alors, après chaque recherche que je faisais, je pouvais, par exemple, écrire un abstract, puis faire une présentation poster dans des congrès spécifiques. Alors, par exemple, j'ai eu l'opportunité avec Dr. Pré de participer à un congrès qui s'appelle PIBD. Donc, c'est Pediatric Inflammatory Bowel Disease, vu que ma recherche portait sur les maladies inflammatoires intestinales. Puis ça, c'était en Hongrie. Alors, j'ai eu l'opportunité de voyager, puis aussi de rencontrer les différents médecins qui travaillent dans ce domaine. Puis aussi de discuter un peu de toutes les maladies reliées à ça, là, les maladies inflammatoires. Alors, c'est vraiment des belles opportunités d'apprentissage et aussi de réseautage dans la médecine. Alors, c'est vraiment un côté de la médecine que j'aimais beaucoup. Oui, complètement. Cathy, tu voulais poser une question peut-être? Oui, peut-être dans la continuité de ce que tu dis, Evelyne, et merci en tout cas pour cette belle intervention. Je voulais savoir si on vous encourageait au cours de vos études à faire des stages hospitaliers à l'étranger,
ou à, s'il y a une partie recherche, effectivement, collaborer avec d'autres laboratoires de recherche à l'étranger, aux États-Unis ou en Europe, ou peut-être même en Asie? C'est vraiment une bonne question. Le volet travailler, que ce soit pour les stages ou en recherche à l'étranger, j'avoue que c'est un peu moins discuté au sein de la faculté de médecine. Il y a toujours des options, mais je pense que c'est pas si connu auprès des étudiants. Je pense que c'est pas quelque chose qui exactement pousse que les facultés poussent vraiment, qui veulent vraiment qu'on c'est ça, qui nous encouragent totalement à faire. Mais il y a beaucoup d'étudiants qui vont chercher à le faire, là, justement, par exemple, pour voyager ou pour avoir des opportunités de réseautage à l'étranger. Alors, les options qui s'offrent à nous, c'est pendant l'été, on peut faire des stages à l'étranger. Donc, on peut faire des stages cliniques ou des stages de recherche à l'étranger. Donc, par exemple, pendant un mois, on s'en va dans un laboratoire dans un autre pays, puis on peut vraiment faire un projet de recherche avec ce laboratoire-là. Sinon, pendant l'année scolaire, on peut aussi faire des stages à l'étranger. C'est un peu difficile, là, mais on peut s'arranger avec l'école pour faire un stage dans n'importe quoi, là. Par exemple, si je veux faire un stage en microbiologie à Londres, si c'est des écoles qui sont connues par mon université, il y a moyen d'arranger ça. Euh, Puis pour la recherche, je dirais que c'est vraiment moins connu, mais peut-être qu'avec l'université, c'est un peu difficile, mais sinon, si je fais déjà de la recherche avec Docteur Pré, par exemple, c'est beaucoup plus facile étant donné que lui a des contacts dans ce cas-là de collaborer à l'étranger. Au sein de la faculté, je dirais que c'est un peu moins connu. C'est ça. Et il y a aussi quelques plateformes étudiantes qui permettent de mettre en lien pour les stages à l'étranger. J'oublie le nom. Euh, Oui, c'est IFMSA, c'est comme l'Association internationale de tous les étudiants en médecine dans le monde. Puis c'est vraiment par cette voie-là que beaucoup vont faire des stages à l'étranger, là, vu que justement, ça permet d'avoir des contacts avec d'autres étudiants dans différents pays. Alors, ça nous permet vraiment de faire des stages. Puis ces stages-là, généralement, ça va être pendant l'été. Super, merci beaucoup Evelyne. Donc pour ceux qui sont dans la salle, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez monter. Il nous reste un petit quart d'heure pour parler aussi de finalement tout ce qui concerne la spécialité, parce que tout ce chemin, c'est pour arriver à choisir un type de médecine. On sait que de nos jours, la médecine devient de plus en plus spécialisée, même des médecines généralistes deviennent spécialisées. Si je prends l'exemple de la pédiatrie, qui il y a quelques années était le médecin généraliste de l'enfant, mais maintenant on a des surspécialités. La mienne, par exemple, c'est la gastropédiatrie, il y a la cardiopédiatrie, il y a la médecine de l'adolescent. Et toutes ces spécialités permettent d'apporter la meilleure expertise pour les patients et aussi un meilleur suivi. Donc, est-ce que, Evelyne, toi, tu as une idée déjà de ce que tu veux faire et aussi, finalement, comment ça se choisit une spécialité au Québec? Oui, ça, c'est vraiment la question là, pour les étudiants en médecine. En ce moment, il y a deux spécialités qui m'intéressent. Il y a la pédiatrie, là. Donc, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup travailler avec Dr. Pré parce que, justement, vous êtes un pédiatre gastro-entérologue. Puis, ça m'intéresse beaucoup, en fait. Là, j'aime beaucoup la pédiatrie, puis j'aime beaucoup la gastro-entérologie aussi. Sinon, il y a aussi la médecine interne, qui est un peu la même chose que la pédiatrie, là, mais pour les adultes, qui m'intéresse aussi, puis qui me permettrait aussi de me surspécialiser plus tard, là, par exemple en gastro ou en néphrologie, ou même en cardiologie. Donc, je dirais que pour l'instant, là, c'est la médecine interne et la pédiatrie qui m'intéressent. Donc après, tu dois être content. Oui, c'est la meilleure spécialité avec en deuxième position la cardiologie. Voilà, Evelyne a quand même cité la cardiologie, donc C'est vrai. et de toute façon, effectivement, c'est intéressant de poser la question comme ça, mais ensuite, c'est bien évidemment au fur et à mesure des stages, j'imagine, et des personnes qu'on rencontre aussi. Et puis finalement aussi la théorie, quand on apprend les spécialités une par une, c'est là que viennent les affinités pour telle ou telle spécialité. Est-ce que c'est ton cas, Evelyne? Est-ce qu'au cours de ton parcours, tu as déjà un peu changé d'avis? Oui, vraiment. Comme vous dites, là, on commence la médecine, on a
les étudiants ont tous une idée de qu'est-ce qu'ils veulent faire, mais ça peut changer complètement les 180 degrés pendant qu'on fait nos stages. Moi, je dirais que quand je commençais la médecine, j'avais aucune idée de qu'est-ce que je voulais faire, honnêtement, là. Comme je vous ai dit, je connaissais pas beaucoup de médecins, puis je savais même pas exactement à quoi qu'est-ce qui m'attendait. Mais oui, au fil de mes stages, je pense que j'ai réalisé que j'aimais beaucoup le côté intellectuelle, un peu de la médecine interne et de la pédiatrie, puis le fait que ça me permettait encore d'avoir beaucoup d'interactions avec les patients. Puis là, au fil des stages, c'est sûr qu'on élimine un peu qu'est-ce qu'on aime moins, là. Donc, moi, dans mon stage de chirurgie, j'ai vu que je voulais vraiment pas faire ça. Pas que c'est une mauvaise spécialité, là, juste que ça fitait pas avec ma personnalité. Puis la psychiatrie, même chose, c'est très intéressant, mais je me voyais pas faire ça. Donc, les stages, c'est vraiment une excellente opportunité, comme vous dites, là, de se plonger dans la spécialité puis de voir si on veut faire ça ou pas. Moi, Et j'ai du encore coup, espoir pour la cardiologie, que tu choisisses la cardiologie, puisque tu as parlé de spécialité intellectuelle. Oui, ouais, très intellectuel en effet. et donc là, tu as pu nous dire un petit peu que en fonction de ton expérience, c'est à ce moment-là où tu peux te diriger vers la spécialité qui t'attire le plus. Et je voulais savoir, moi, du côté de ce qu'on a pu vivre ces derniers mois slash années au niveau de la pandémie, est-ce qu'il y a eu des changements au niveau des formations des étudiants? Est-ce que tu as été réquisitionné pour travailler à l'hôpital? Comment ça s'est passé de ton côté? Ah oui, ça c'est vraiment intéressant. Donc, ça a tellement affecté tout le monde, là, puis incluant les étudiants en médecine. Donc, moi, mon année, quand la COVID a commencé, j'étais juste avant l'externat. Donc, j'étais encore une étudiante du préclinique. Alors, moi, ça m'avait un petit peu moins affectée parce que j'ai pu continuer mes cours en ligne. Donc, par exemple, les discussions en groupe, au lieu de les faire à l'université, on les faisait sur Zoom. Mais sinon, je sais que l'année au-dessus de moi, ceux qui étaient à l'externat, ça les a tellement affectés, ils ont dû complètement arrêter leur stage. Donc, pendant comme 2, 3 mois, ils restaient à la maison, ils faisaient absolument rien. Puis ça, c'est vraiment plate pour ceux qui avaient des stages à option qui les intéressaient, là, dans des spécialités qu'ils voulaient vraiment faire. Ça les a complètement arrêtés. Euh, on a beaucoup été encouragés à aller travailler dans les CHSLD. Donc, je dis ça, puis peut-être que plusieurs d'entre vous ne savez pas c'est quoi. Alors, c'est les centres d'hébergement de soins de longue durée pour les personnes âgées. Parce que ici au Québec, ce qui a été vraiment affecté, c'est justement les personnes âgées, ceux qui étaient dans ces centres d'hébergement. Il y a eu beaucoup d'éclosions. Alors, c'était vraiment là que ça allait très mal. Puis, on a été beaucoup encouragés à aller travailler là, par exemple. Mais personne n'a été réquisitionné, par exemple. C'était pas obligatoire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de ceux de l'année au-dessus de moi, ceux qui, justement, là, qui avaient rien à faire pendant 3 mois, il y en a beaucoup qui sont allés travailler dans ces centres de personnes âgées. Mais sinon, pour mon année, je dirais qu'on a été un peu moins affectés. Donc, on a eu nos cours en ligne. Puis par la suite, quand on était censé débuter l'externat, la COVID allait un peu mieux, donc on a quand même pu commencer l'externat à l'hôpital. Ça a juste été un peu décalé, là, ça a débuté un peu plus tard, mais sinon, ça nous a un peu moins affecté de notre côté. Mais les années en haut, là, oui, ça les a beaucoup affectés. Donc après, tu veux rajouter peut-être un point par rapport à ça? Oui, 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 non, c'est vrai que même pour nous, les enseignants, tout à l'heure, une des choses qui a été, c'est de changer le mode d'enseignement avec le système Zoom. Et les APP dont parlait Evelyne ont été transformés en un mode Zoom. Habituellement, on était dans des salles où on avait une dizaine d'étudiants et on pouvait avoir aussi beaucoup de non-verbal dans les échanges. Et par Zoom, c'est un peu plus difficile d'apprécier ce non-verbal. Et le fait que les étudiants pouvaient se lever, aller au tableau, faire leur carte conceptuelle sur le tableau, c'était un peu limité avec Zoom. Donc, on a vraiment dû s'adapter. Et la deuxième chose aussi, tout à l'heure, elle a parlé justement des étudiants qui allaient dans les CHSLD. Certains ont aussi été intéressés à travailler quand la période de vaccination a commencé pour donner un coup de main pour les vaccins. Donc ça, c'est aussi pour les étudiants une forme d'apprentissage aussi d'une certaine manière. Et c'est intéressant parce que ça leur apporte ce côté humain aussi de mettre la main à la pâte.
Vas-y, je te laisse Donc, continuer. oui, donc je pense qu'on arrive vers la fin. On a encore peut-être quelques petites questions. Evelyne, ça va pour toi? Oui, ça va, c'est parfait. Ok, parfait. Donc, ce qu'on va aborder, c'est un peu plus des conseils pour les jeunes qui veulent se lancer dans la médecine. Tu en as déjà parlé au début lorsque tu as raconté ton parcours avec l'historique familial. Mais si tu as un jeune de 15, 17, 18 ans qui hésite, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Je pense que je lui dirais de vraiment être honnête avec lui-même, puis vraiment de penser aux raisons qui le poussent à faire la médecine, puis aussi aux raisons qui le fait hésiter de faire la médecine. Je pense qu'au fond, on a toute une bonne intuition, là. Je pense qu'au final, il faut vraiment suivre notre intuition, puis si c'est quelque chose qu'on pense que ça serait peut-être trop difficile, vraiment être honnête avec soi-même. Je pense que c'est aussi très important d'avoir une meilleure idée de c'est quoi. Donc, par exemple, comme je vous ai dit, moi, j'avais aucune idée dans quoi je m'embarquais, mais c'est très bien d'aller faire des journées d'observation, d'aller parler avec des médecins de plusieurs spécialités différentes, là, vu que la médecine, c'est tellement varié, puis de vraiment comprendre c'est quoi la médecine, euh, puis un peu c'est quoi les différentes options qui s'offrent à nous une fois qu'on est en médecine. Euh, Puis si c'est ce qu'on veut vraiment faire, là, je dirais honnêtement être curieux puis aller chercher toutes les opportunités possibles pour faire ça. Si ça marche, c'est super. Si ça marche pas, ça va aussi qu'il y a toujours du bonheur à trouver quelque part d'autre. Euh, Puis c'est ça, retenir que je dirais que toutes les différentes options de carrière ont toujours leurs avantages et désavantages, mais que la médecine en général, là, si on veut vraiment faire ça, vraiment pas hésiter à aller chercher, tout faire pour aller chercher les opportunités possibles pour ça. Alors, je sais pas comment ça se passe pour le coup au Québec. Je sais que nous, en France, on a un petit stage, alors un petit stage, hein, ça dure une semaine, en troisième ou en quatrième, donc au collège. On doit avoir à peu près 15 ans hein, à ce moment-là. On peut faire un petit stage comme ça pour déjà pouvoir mettre le pied dans notre futur métier. Je sais pas si toi, de ton côté, Evelyne, tu as pu faire ce genre de choses. Nous, on n'avait pas de stage comme ça. Vous, dans le fond, vous êtes comme un peu comme au cégep, dans les années avant l'université, ou est-ce qu'on a Oh comme non, là une c'est semaine? là c'est tout petit, on a 15 ans, on a 14, 15 ans, donc Ah, on est, même avant le secondaire en fait, je pense, pour le Québec. nous, on n'a pas de programme dédié à ça. Honnêtement, ce serait tellement une bonne idée. Je pense que ce serait vraiment bien pour les jeunes d'avoir une initiation à ça. Nous, je pense pas qu'il y ait de programme dédié à ça pendant nos études, mais il y a toujours des programmes un peu comme en dehors de l'école là, qui nous permettent de faire ça. Moi, il y avait comme un organisme qui nous donnait une journée d'observation dans la carrière qu'on voulait, qui nous rattachait à des personnes dans telle carrière qu'on voulait faire, puis qui nous permet d'aller voir pendant une journée ce qu'ils faisaient. Mais sinon, non, j'avais pas de programme vraiment pendant une semaine, non. Oui, c'est vraiment un élément important et comme dit Evelyne, beaucoup de jeunes n'ont pas de parents ou de cousins ou d'oncles dans le domaine et c'est aussi le but de ce qu'on avait voulu faire et c'est ce qu'on a commencé à faire avec la Fondation Inspire. C'est justement mettre sur pied le système de Vie ma vie. C'est un peu ce que tu mentionnais, Ophélie. Les jeunes viennent, ils passent une journée avec nous. Il y a plusieurs métiers, c'est pas uniquement la médecine, mais cette exposition-là est très utile et ça leur permet d'aller au bloc opératoire, d'aller aux urgences, d'assister aux cliniques externes, de voir le quotidien et le vécu d'un médecin. C'est vraiment super important. Et puis, ma dernière question, avant de passer le micro à Francky Miché, qui ont sûrement une ou deux questions pour toi. Ma dernière question, c'est sur ce parcours qui est vraiment très bien réussi. Et je te félicite d'ailleurs, tu as parlé de la recherche. Et je dois souligner que ça a été vraiment un plaisir de t'avoir comme étudiant, de voir comment tu as travaillé, présenté les projets. Et Ah, merci. c'est vraiment quelque chose d'utile parce que dans la carrière de médecin, ce volet-là permet de mieux aussi comprendre les avancées de la science et puis l'impact que toute cette recherche peut avoir pour les patients. Si tu devais changer quelque chose sur ce parcours qui t'a mené jusqu'à l'externat, est-ce qu'il y a des choses que tu ferais plus tôt ou différemment? D'abord, merci beaucoup. Là, c'était vraiment un plaisir de travailler avec vous aussi. Puis,
Si j'avais à changer quelque chose, je pense peut-être une seule chose, ça serait de vraiment explorer toutes les différentes spécialités. Je pense que le parcours de médecine est tellement court. Tout le monde dit que c'est tellement long, mais j'ai trouvé ça très court. Puis, des fois, c'est difficile. Il y a beaucoup de spécialités que même maintenant, je connais pas très bien, là. Des spécialités plus, moins reconnues, là, la radiologie, l'anesthésie, etc. Je pense que j'aurais peut-être voulu passer plus de temps au préclinique à explorer toutes les spécialités. Mais à part ça, honnêtement, je pense pas que je changerais quoi que ce soit. Je pense que la beauté aussi là, des étudiants en médecine, c'est pas seulement... C'est aussi le fait qu'on a le choix d'explorer. Puis, j'ai vraiment apprécié mon parcours. Donc, je dirais que non, je changerais pas quoi que ce soit. Parce que même s'il y a des erreurs que j'ai faites, là, je pense que ça faisait partie du parcours. Donc, c'est ça. Excellent. Merci beaucoup. Je pense qu'on arrive au terme de la room. Je vais passer le micro à Cathy, Miché, Francky, Ophélie pour te donner leurs petits mots et conseils pour la fin. Ce sont tous des maîtres de la médecine. On a Oui, vraiment dans alors le café moi, santé la pas chance. réellement, mais en termes de communication, tout du moins, oui. Toi, c'est maîtresse de la médecine. Exactement. Je vois que Miché va passer en premier. Vas-y, Miché. J'ai l'impression que Michel a des petits problèmes de réseau. Ah, le Merci Est-ce que... voilà de beaucoup. retour. Ouais. Mon micro buguait comme d'habitude. Oui, euh, c'était en tout cas très passionnant. Je suis vraiment ravi d'apprendre beaucoup sur le parcours de médecine au Québec, qui est totalement différent, pas totalement différent au nom du nôtre, surtout par rapport aux prérequis, on pense à l'empathie et beaucoup de choses qui font d'un médecin, quoi. Raison pour laquelle il y a, chez nous, déjà, il y a beaucoup de médecins qui ne pensent même plus aux malades après avoir obtenu leur diplôme de médecine. Donc, c'est un truc, quelque chose que je pense que dans notre parcours, soit dans la sélection de futurs étudiants en médecine, qu'on devrait aussi prendre en compte dans, dans nos pays, dans nos autres pays aussi. En fait, ma question, je pense que Evelyne a eu à répondre, je crois, à la fin, c'est par rapport aux autres spécialités qui ne sont pas cliniques, quoi, qui sont des spécialités paracliniques. Quelles sont les autres opportunités? Par exemple, s'il y a une personne qui devrait faire la radiologie, par exemple, ou la microbiologie, la biologie moléculaire. Est-ce qu'il y a des étudiants en médecine qui pensent aussi ces, à ces spécialités, soit filières qui sont paramédicales au Canada? Merci. Oui, donc au travers des étudiants en médecine, il y a toujours des étudiants qui vont réaliser que, par exemple, ils aiment honnêtement, il y en a qui réalisent qu'ils aiment pas tant que ça interagir avec des patients ou qu'ils aiment pas trop certains côtés plus classiques de la médecine, puis qui vont plus vouloir explorer d'autres spécialités, comme c'est ça, on avait parlé de la radiologie, il y a des spécialités, l'anesthésie qui est un peu plus différente également. Il y a d'autres spécialités plus en laboratoire, là, par exemple la pathologie. Donc, ça, c'est des spécialités auxquelles on n'est pas tant exposé en médecine, mais je dirais qu'à la fin, là, il y a tendance à avoir quand même une couple d'étudiants qui finissent par découvrir que c'est ça qui les passionne, puis qui décident de choisir ça. Je dirais que ça reste des spécialités tellement méconnues, puis j'aurais aimé que les écoles nous exposent un peu plus à ça pendant notre parcours, puis même qu'ils nous donnent un peu plus de temps pendant l'externat pour découvrir ces spécialités-là qui sont moins connues. Mais oui, il y a quand même pas mal d'étudiants qui choisissent de faire ça. Excellent. Merci beaucoup, Evelyne. Donc, on va poursuivre le tour de table final. Je vais passer le micro à Ophélie. Oui, ben, je tenais à te remercier vraiment, Evelyne, pour ton temps et pour ta présence sur le Club Café Santé. Donc, tu reviens bien sûr quand tu veux. Et oui, je rejoins Miché sur cette notion-là de le fameux CNAMED que je ne connaissais pas et Ah, que le je trouve CanMed. extrêmement
Ouais, que Et je trouve super intéressant et que je vais partager même à mes amis qui, eux, sont médecins pour le coup, qui, je pense, n'ont pas du tout cette notion-là aussi de compétences, et aux médecins, même s'ils les ont, voilà, ce n'était pas c'est pas réellement prévu dans le cursus. Enfin, moi, ils m'en ont jamais parlé. Donc merci beaucoup pour tout ce que tu nous as apporté en termes d'informations et puis écoute, on va te suivre et puis, tu reviendras au moment, à d'autres moments dans ton parcours dans la suite de ce qui va se passer pour toi avec grand, grand plaisir. Ah, c'est super gentil. Honnêtement, ça m'a fait tellement plaisir de participer à ça. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. Puis j'ai tellement hâte d'entendre les parcours de toutes les autres, là. Il y a tellement de personnes de différents pays ici que j'ai vraiment hâte d'entendre vos parcours également. Donc, merci, ça va me faire plaisir de revenir. merci beaucoup, Ophélie. Et on l'aura aussi parlé de son projet de recherche. À l'occasion, elle pourra nous le présenter lors d'une future room. Je passe le micro à Frankie pour un petit conseil à Evelyne. Oui, bon, j'ai bien écouté la présentation d'Evelyne, c'était vraiment très intéressant de voir comment les études de médecine se déroulent au Québec. Et ce que je peux lui dire, c'est de continuer comme ça, de vraiment s'accrocher à sa passion. Et comme elle a dit, elle aime la pédiatrie, l'hépatogastro-entérologie, et bien qu'elle suive cette voie. Et on espère que dans quelques années, on aura un spécialiste en pédiatrie, en hépatogastro-entérologie pédiatrique. Ah oui, merci. On va voir si je suis le parcours de Dr. Pré. Excellent, merci beaucoup. Et la particularité au Québec, il n'y a pas de thèse comme dans d'autres pays. À la fin, il n'y a pas de soutenance de thèse. Vous avez une graduation à la fin de la résidence, une cérémonie, mais il n'y a pas de soutenance de thèse. Non, c'est ça. Exactement. Généralement, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de thèse au niveau de ces études-là. Donc c'est plus ceux qui choisissent de faire un parcours de recherche qui ont soit une maîtrise ou un doctorat. Merci beaucoup Francky pour nous venir toujours dynamique du Cameroun dans ce café santé. Et puis Cathy, à toi le micro pour le mot de la fin. Vous m'entendez là? Parce que j'ai pas Oui, une bonne Très connexion. bien. Ah, parfait. oui. Bah écoute, merci infiniment, Evelyne. C'était passionnant. C'est intéressant de voir les différences, mais enfin, il y a eu beaucoup de points communs. Les points communs, c'est évidemment la motivation, la persévérance, le courage pour se lancer dans des longues études. Et puis alors, c'est intéressant ce que tu as dit et qui n'est pas finalement aussi politiquement correct, c'est que tu trouves que c'est pas assez long. J'ai trouvé ça excellent. Parce que finalement, oui, ça passe vite. Et puis, mais voilà, on fait un métier passionnant et bravo. Merci beaucoup. Puis oui, en effet, peut-être que c'est aussi le fait que je suis très jeune, là, que je trouve que c'est pas si long, mais ouais, en effet. Excellent. Donc merci à tous ceux qui étaient dans la room, qui sont restés jusqu'au bout. Je suis vraiment flatté, Evelyne, de ta présence. Merci une fois encore. La room a été enregistrée. On pourra l'écouter sur le podcast du Café Santé. Et on va donc se dire bon après-midi pour les Canadiens et bonne soirée pour les Européens africains. Et rendez-vous lundi pour la room qui va être sur la e-santé. L'Apple Watch, montre connectée, la santé, quelle promesse? Est-ce qu'il y a trop de choses à attendre de ça? Est-ce que ça peut vraiment faire la différence sur la santé? On pourra en discuter. Donc merci. Suivez le Café Santé, suivez les personnes on stage, activez la cloche pour être avisé quand ils montent en scène. Et n'hésitez pas avec la fonction chat à nous envoyer des questions, textes. On est vraiment très motivé à répondre à toutes vos questions. À bientôt. Bonne soirée à tous, à bientôt! Bonsoir, merci Merci. beaucoup. Merci Evelyne, Merci. merci à tous. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Merci Evelyne.